Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc. Mais d'un truc, vous en avez tous entendu parler. Mais je suis presque sûre que personne ne s'est demandé comment l'étude a été menée. Allez, je vous balance le morceau. Il ne faut pas faire plus de 10 à 15% du poids de son cheval. Alors me dites pas que vous n'étiez pas au courant. Bien sûr, tout le monde l'a vu passer sur les réseaux sociaux quand cette étude est sortie. Mais comme on vous l'a toujours dit en cours d'éducation civique, il ne faut pas boire les informations qui tombent du ciel comme ça. Il faut garder son esprit critique. Et garder son esprit critique, ça ne veut pas dire « Ouais, enfin bon, 15%, c'est une moyenne, hein, c'est pas une règle, c'est qu'un pourcentage, hein, ouais, faut garder son esprit critique, ouais. » Non, c'est pas ça. C'est s'interroger sur la valeur de l'information. Et comment peut-on s'interroger sur la valeur de quelque chose dont on ignore absolument tout, si ce n'est une partie du résultat? C'est exactement ce que je me suis demandé. Comment et d'où sont sortis ces 15%? Aujourd'hui, on parle recherche scientifique et influence du ratio poids du cavalier, poids du cheval sur la démarche et le comportement du cheval. Pour commencer, tout ce que je vous raconte est issu d'une publication qui est parue dans le magazine scientifique Equine Veterinary Education. Et je vous mets le lien en description. Pourquoi les mecs ou les meufs, enfin les gens quoi, ont voulu s'intéresser à ça? Tout simplement parce que l'homme occidental grossit. C'est un fait. Les humains des pays développés s'alourdissent. En 2015, l'œuvre de charité World Horse Welfare, autrefois appelée Ligue internationale pour la protection des chevaux, et la Fédération anglaise d'équitation se sont retrouvés pour discutailler de tout ça. Petite parenthèse, étaient aussi conviés de grands représentants de l'industrie équine britannique. Le verdict est sans appel, il faut réussir à trouver à partir de quel moment, ou de quel poids plutôt, le cavalier est trop lourd pour son cheval. Alors vous vous doutez bien que c'est pas les premiers à s'être posé la question. Évidemment, il y avait déjà eu des études de fait à ce sujet, mais avec des sujets inertes, donc sans incidence de l'équilibre et des mouvements du cavalier. Et en plus sur des tapis roulants, donc sans virage. Et bien souvent, on étudiait un poids qui était bien plus lourd qu'un simple surpoids de parce qu'on a mangé trop de frites au concours du dimanche d'à côté. On s'en doute bien qu'un poids inapproprié peut être néfaste. Il faut pas être docteur de grade plus en médecine vétérinaire pour s'en douter. Mais à partir de quel ratio? Eh bien c'est hyper difficile d'être clair, précis et d'avoir une véritable rigueur scientifique sur le sujet. Car c'est multifactoriel. Ça veut dire qu'il y a plein de facteurs différents qui entrent en jeu. Déjà le cheval, son âge, sa forme, sa morphologie, ses dimensions, et surtout le reste. Le cavalier, la durée du travail, sa capacité à s'asseoir correctement, sa forme, son équilibre, sa coordination, l'ajustement de la selle par rapport au cheval mais aussi par rapport au cavalier, le terrain, tout ça quoi. Donc l'objectif de l'étude, c'est d'étudier la locomotion et les réponses comportementales de chevaux lambda, et pas des chevaux élite compétition, à travers un test d'effort qui est lui standardisé mais avec 4 cavaliers de niveau équivalent mais de poids différents. L'objectif étant tout simplement de s'approcher au mieux de la situation dans les centres équestres. Un cheval, une selle, plusieurs cavaliers de morphologie et de poids variables. Et maintenant on aborde la recherche. Toutes les documentations scientifiques que vous pouvez trouver se construisent grosso modo de la même manière. Tout d'abord l'introduction, c'est tout ce que je viens de vous dire, puis la partie matériel et méthode. C'est hyper important parce qu'elle décrit tout le processus et le protocole expérimental. Ensuite, les résultats, la discussion, c'est-à-dire qu'on discute les résultats, et pour finir, la conclusion. On s'attaque donc à la deuxième partie, matériel et méthode. Grosso modo, on pourra dire que c'est le règlement intérieur ou le mode d'emploi de cette recherche. Avec ça, vous allez voir que rien n'a été laissé au hasard. Et ça, c'est tout ce qui fait la fiabilité d'une étude. Alors tout d'abord, les cavaliers, c'est qui? On présente 4 cavaliers de niveau à peu près équivalent, étant habitués à monter plusieurs chevaux différents tous les jours depuis de nombreuses années. Je vous les présente. Bon, c'est un peu dégueulasse parce que je vais les appeler par la caractéristique de leur poids, comme dans l'étude en fait. Mais en même temps, s'ils n'avaient pas fait ce poids-là, ils n'auraient pas été recrutés pour l'étude. Donc finalement, ça a plutôt du sens de les appeler comme ça. Le cavalier léger est instructeur. Cavalier pro spécialisé en dressage et en concours complet. Il a 49 ans. Il ou elle, hein, il y a sûrement des filles, mais je dis il pour tout le monde. Le cavalier moyen est également cavalier professionnel orienté dans le dressage. Il a 26 ans. Le cavalier lourd est instructeur et cavalier pro, on n'en sait pas plus, et il a 56 ans. Et enfin, le cavalier très lourd a 36 ans et est cavalier depuis plus de 25 ans. La deuxième moitié du couple, les chevaux. Ce sont des chevaux de propriétaires. Ils étaient 24 à l'origine et seulement 8 ont été sélectionnés. Alors comment ils ont été sélectionnés? Suite à une évaluation par le Collège royal des chirurgiens vétérinaires spécialisés en orthopédie équine.
Rien que ça. En gros, ils ont été sélectionnés en fonction de leur absence de boiterie. Alors attention, on va parler de boiterie dans cette vidéo, mais c'est pas de la grosse boiterie dont on parle. C'est pas un cheval qui marche plus. Les mecs qui vont juger, je vais vous les présenter juste après, ils ont un œil bien plus acquéri que vous et moi. Bref, ils sélectionnent 8 chevaux, 6 pour le test et 2 de réserve. Je vais pas vous faire une description précise de chaque cheval. En gros, c'est tous des chevaux de selle plus ou moins lourds qui font entre 500 et 600 kg. Ils présentent un état corporel allant de 5 à 7 sur une échelle de 0 à 9 et leurs cavaliers habituels sont moins expérimentés que les cavaliers de l'étude. Le fait qu'ils fassent tous entre 500 et 600 kg permet d'établir le ratio poids du cavalier, poids du cheval. Le cavalier léger pèse donc entre 10 et 12% du poids des chevaux, 12 à 15 pour le cavalier moyen, 15 à 18 pour le cavalier lourd et plus de 20% pour le cavalier très lourd. En ce qui concerne les selles, ça va être vite vu. Une selle, un cheval, étudié et ajusté tous les jours par un maître en saddle fitting. On enlève donc le biais du « oui mais peut-être que la selle elle est mal ajustée ». Non, ça dégage. On attaque les choses sérieuses. La veille de l'étude, les 6 chevaux sont montés dans le manège où il y aura les mesures le lendemain pour qu'ils se familiarisent avec les lieux. Ils sont montés pour la plupart par leur cavalier habituel, mais 2 d'entre eux sont montés par le cavalier léger, leur propriétaire étant absent. Oui, mais ils ont le droit d'avoir une vie aussi, ils ont quand même prêté bénévolement leur cheval pour l'étude. Préalablement, ils ont tous été évalués sur une ligne droite au trot pour vérifier qu'ils étaient bien carrés. Manque de peau, il y en a un qui est boiteux, d'un membre postérieur, d'un grade 4 sur 8 sur l'échelle de Dyson. C'est l'échelle qui nous servira tout au long de l'étude. Donc celui-là, il est dégagé et on prend un cheval de réserve. Toutes les mesures cheval, cavalier, équipement sont reprises la veille de l'étude avant d'attaquer le grand jour, la journée d'étude. Enfin plutôt les journées d'étude parce qu'il y en a plusieurs. Alors comment ça se passe une journée d'étude? Dès le matin, on repèse tout le monde, les cavaliers, les chevaux, l'équipement pour s'assurer que les ratios soient toujours les bons. Parce que oui quand même, c'est quand même ça l'objectif de l'étude. Au cas où il y en ait un qui ait pris 2 kilos dans la nuit. Petite fragale, je comprends. On équipe les chevaux avec un tas de capteurs partout, je vous passe les détails techniques, mais retenez bien que toutes les données sont traitées à une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz. Non, je rigole, j'arrive même pas à le dire, je sais même pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que c'est. Ces capteurs, on les place sur les pointes des hanches, sur le haut de la croupe, sur le haut du garrot et sur la nuque. Ils vont permettre de transmettre plein de données, comme les amplitudes des foulées, les rotations, les mouvements du centre de gravité, les potentielles asymétries du bassin ou du garrot, bref, plein de valeurs. Avant chaque essai monté, on prend les mesures du cheval en main, pour avoir une idée de valeur neutre, sans cavalier. Puis on ajoute le tapis de selle, un tapis de force qui va mesurer la force émise par la selle sur le dos du cheval et évidemment la selle. On colle des bandes fluo partout, sur la selle, de la tête à la queue, partout sur le cavalier pour faciliter les prises de mesure par image. Et ça donne un petit look plutôt sympa. Tous les cavaliers montent avec un montoir de 103 cm. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer que rien n'a été laissé au hasard et que tout est mesuré. Et enfin, le test commence. Le programme c'est 30 minutes, du pas, du trot enlevé, du galop, à plusieurs reprises sur chaque allure. Et aux 2 mains, évidemment. J'ai pas la reprise précise, mais en gros, voilà, ils ont pas demandé un truc exceptionnel quoi, la base. Donc si déjà, en ne faisant que marcher, trotter, galoper en ligne droite et sur des cercles, si déjà on observe des irrégularités, eh ben, j'imagine ce que c'est sur un parcours de CSO. Toutes les combinaisons de cheval-cavalier sont évaluées. Donc dans l'idée, tous les cavaliers montent tous les chevaux et tous les chevaux sont montés par tous les cavaliers. Tout au long du test, les données sont collectées, les images sont mesurées, tout est chronométré et mesuré. La position, la rectitude du cavalier, les mouvements de la selle, glissement, oscillation, rebond, la température, le pouls, la fréquence respiratoire avant et après, le rythme cardiaque avant, après et pendant, et des échantillons de salive sont aussi prélevés avant et après l'effort pour mesurer le taux de cortisol, l'hormone du stress. Et puis il y a d'autres trucs, mais je vais pas tout te dire, enfin tout est mesuré, tu vois. Mais en plus de cette évaluation extrêmement informatisée, il y a aussi une évaluation subjective, faite par les fameux juges dont je te parlais juste avant. Et ces fameux juges sont les grands instructeurs de la British Horse Society. Ce sont des juges de dressage qui vont évaluer les chevaux avant, pendant et après le test, d'après les critères d'évaluation développés par la FEI en 2017. Et pendant ce test, ils seront vigilants surtout à 2 trucs.
Il surveille les boiteries à travers l'échelle de Dyson dont je te parlais tout à l'heure. Il ne faut surtout pas qu'elle dépasse le grade de 3 sur 8. Et il surveille également les marqueurs comportementaux, c'est-à-dire lève la tête, fouille de la queue, ouvre la bouche, etc. Ils ne doivent pas dépasser plus de 10 sur 24. Si une des conditions est dépassée, alors c'est l'abandon du couple cheval-cavalier. Et c'est là qu'on arrive au début des surprises. L'étude nous explique que l'ordre de passage est randomisé. C'est-à-dire que, en fonction de qui monte qui, quand, à quel moment, tout ça, ça se fait de manière aléatoire. On se débrouille juste pour pas que le lourd et très lourd se suivent sur un même cheval, etc. Enfin bref, plein de conditions pour éviter toute incidence. Mais c'est là que ça se corse. Au 3e jour d'étude, tous les tests des cavaliers lourds et très lourds ont été abandonnés. Et ça, c'était vraiment inattendu. Donc au 3e jour de l'étude, tous les chevaux présentés par les cavaliers lourds et très lourds ont soit présenté une boiterie de grade supérieur à 3 sur 8, soit plus de 10 marqueurs comportementaux sur 24. Et franchement, quand j'ai lu l'étude pour la première fois, j'avais même pas envie de lire la suite. C'était tellement clair. Mais attends la fin, il y a d'autres trucs sympas qui arrivent. Du coup, après cet incident, ils ont été obligés de rechanger tout l'ordre de passage, etc. pour que les autres cavaliers puissent finir leurs évaluations. Et on en arrive à la partie que vous attendez tous, les résultats. Je vous remets juste ici le tableau de pourcentage du poids du cavalier ou du cavalier plus son équipement par rapport au poids des chevaux. Mettez rapidement sur pause si vous souhaitez regarder les résultats plus attentivement. Grosso modo, avec l'équipement, le cavalier léger représente bien entre 10 et 11,7% du poids du cheval et entre 11,8 et 13,8% du poids avec le matériel. Allez, je vous redonne un exemple. Pour le cavalier très lourd, entre 24,1 et 27,5% du poids des chevaux sans matériel et entre 25,7 et 29,7 avec l'équipement. En gros, les proportions voulues au début de l'étude sont bien respectées. Ah bah c'est ça aussi les résultats, hein. Vérifiez que ce qu'on voulait est bien là quand même. Allez, on s'attaque aux résultats partie par partie. Et on commence par l'analyse de la posture et de l'assiette. Je vous mets le tableau des résultats juste ici. Les cavaliers sont triés par poids. L égale léger, M égale moyen, H égale lourd et VH égale très lourd. Sur la 3e colonne, il est indiqué la taille de la selle par rapport au cavalier. Short signifiant qu'elle est courte et very short signifiant qu'elle est très courte. Et enfin, la dernière colonne décrit si oui ou non le cavalier est capable de garder sa position verticale. Bon, yes ou no, je vous fais pas la traduction, hein. Mettez en pause si vous voulez vous faire une idée et je vous dis tout de suite ce qu'il ressort de ces résultats. Tout d'abord, au niveau de la selle, il n'y a rien à signaler de particulier concernant les cavaliers légers et moyens. En revanche, le cavalier lourd convient uniquement à une seule selle et le cavalier très lourd est systématiquement assis sur le trousquin et ne correspond à aucune selle. Pour rappel, ils ont pris des selles standards qu'on peut trouver un peu partout mais qui sont adaptées au dos du cheval auxquels ils sont rapportés. En ce qui concerne la position, c'est-à-dire la verticalité du corps du cavalier, elle est toujours correcte pour le cavalier léger et ne l'est jamais pour les cavaliers lourds et très lourds. Les mouvements de la selle. Alors ça va aller très vite, plus le cavalier est lourd, moins la selle oscille latéralement. Quid donc de la liberté de mouvement du dos du cheval? Locomotion et comportement. On arrive à ce qui vous intéresse le plus, j'en suis sûre. On commence par les observations des mesures qui ont été prises informatiquement, ça va aller vite aussi. Plus le cavalier est lourd, plus les asymétries sont marquées. Et on continue avec les observations subjectives, c'est-à-dire celles menées par les juges concernant les boiteries et les marqueurs comportementaux. Et là, c'est du lourd. Sans mauvais jeu de mots. Déjà, tous les chevaux ont présenté soit une irrégularité d'allure, soit une boiterie lors des tests au trot. Alors que je le rappelle, juste avant, ils ont fait le test en main et ils ne présentaient aucune boiterie. Mais, il y a un mais, aucun n'a semblé présenter d'extension anormale du dos lorsqu'il était monté, que ce soit à l'arrêt ou au pas. C'est plutôt intéressant, non? Aucun cheval n'a présenté d'extension anormale, qu'importe le poids du cavalier. Cependant, tous les chevaux et avec tous les cavaliers sont passés au-dessus de la main dans les transitions du trot au galop et du galop au trot. Il était prévu initialement de calculer la proportion en fonction des cavaliers et des chevaux, de qui passe le plus au-dessus de la main, machin, mais vous avez bien compris qu'avec tous ces abandons, ça a été un peu compromis. On n'a pas tous les résultats voulus, forcément. Et alors là, les résultats qui arrivent, c'est pépite. Quelles sont les causes des abandons? Je vous mets le tableau juste ici. La deuxième colonne se rapporte aux cavaliers. C'est la même chose qu'avant, V, M, VH. Et la deuxième aux causes des abandons. Je vous mets une petite légende pour ceux qui sont pas familiers du vocabulaire équestre anglais, mais déjà retenez que lame, c'est boiterie, ça sera pas mal pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous mettez sur pause si vous voulez voir en détail, pendant que moi, je poursuis. Tous les chevaux présentés par le cavalier très lourd
ont abandonné pour cause de boiterie, quasiment sur les premières foulées du trot. 5 chevaux sur 6 présentés par le cavalier lourd ont abandonné pour cause de boiterie. De même, dès les premières foulées de trot. Et le 6e présentait plus de 10 marqueurs comportementaux au galop. Le cavalier moyen n'a entraîné l'abandon que d'un seul cheval pour cause de boiterie lors d'une première session de trot. Aucun cheval n'a abandonné lorsqu'il était présenté par le cavalier léger. Ils ont pu présenter une légère boiterie, mais toujours inférieure à 3 sur 8, ce qui est clairement non significatif. Ça veut dire que toi ou moi, on voit rien du tout. Et c'est là que c'est encore plus dingue, c'est que tous les chevaux qui ont été obligés d'abandonner ont été retestés 45 minutes à 1 heure après l'abandon, dans les mêmes conditions, mais en main sans cavalier. Et devinez quoi? Aucun ne présentait de boiterie. Quelle autre cause que le ratio poids du cavalier, poids du cheval pourrait en être responsable? Rendu à ce stade, je vous avoue que c'est très tentant de tirer soi-même ses propres conclusions. Vite fait, bien fait. Mais attendez la phase de discussion, on y arrive. Il y a 2 facteurs qui rentrent en jeu. Évidemment, celui de la proportion poids du cavalier, poids du cheval. Ok, celle-là, on l'a comprise. Mais il y a aussi la position du cavalier dans la selle sur le dos du cheval. Est-ce qu'avec une selle qui serait à la fois adaptée et au cavalier et au cheval, on aurait eu les mêmes résultats? Bon, si on devait avoir une selle par cavalier et par cheval, ça commencerait à faire beaucoup de selles. Mais on ne sait pas si les résultats auraient été les mêmes. Est-ce que c'est la faute du poids ou est-ce que c'est la faute de la place dans la selle? C'est peut-être la position du cavalier dans la selle qui a fait que le cheval a été obligé d'abandonner. L'étude ne permet donc pas de dire si c'est l'un ou l'autre ou les deux qui en est responsable. De même, est-ce la taille du cavalier, son attitude au trot, la longueur de ses jambes, la pression qu'il met dans ses petits doigts, ou son haut du corps? Est-ce que tout ça, ça n'entre pas aussi dans les causes possibles? Et en ce qui concerne le trot qui a été imposé, c'est le trot enlevé sur le bond diagonal. Et on sait que le trot enlevé impose des contraintes bien plus asymétriques que le trot assis. Mais comme c'est le plus courant, c'est le trot enlevé qui a été choisi. Mais est-ce que le trot assis aurait présenté les mêmes résultats? Et il y a encore plein d'autres paramètres qui auraient pu être discutés. La durée du travail était-elle cohérente? L'influence des changements réguliers de cavaliers, le niveau des cavaliers, la fiabilité de l'éthogramme, le caractère subjectif de l'évaluation des boiteries. Mais le choix a été d'ajouter un vrai cavalier, plutôt qu'une masse inerte, dans l'objectif d'être plus proche du réel. Donc forcément, il y a beaucoup plus de facteurs qui rentrent en compte que si on avait posé un tas de sable sur le dos du bourrin. La conclusion. Je vous résume la traduction que j'ai pu faire de leur conclusion. Je vais pas du tout y mettre les formes pour qu'elles restent le plus proche possible de leur conclusion à eux. Alors, seul petit biais, ma traduction qui peut peut-être être un peu moyenne. Mais bon, vous allez comprendre le truc. Nous avons clairement démontré les effets délétères d'un cavalier de gabarit inapproprié sur le comportement et la locomotion du cheval. Les résultats suggèrent que toute action défavorable effectuée par le cavalier ou par le cheval est accentuée par le gabarit trop important du cavalier, en taille ou en poids. Mais les résultats de cette étude ne veulent pas dire qu'un cavalier grand ou lourd ne devrait pas monter à cheval, mais suggèrent que s'ils le font, ils devraient privilégier un cheval de taille ou de forme physique suffisante et d'une selle ajustée correctement au cheval et au cavalier. Et ensuite, ils ouvrent le sujet en proposant d'autres études, d'autres pistes de recherche, car il y a encore plein de zones d'incertitude, ça tu l'as bien compris. Et c'est la fin de cette première vidéo de recherche. N'oublie pas de t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos, de me mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, et si tu es encore là, eh bien, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon week-end. Prends soin de toi, prends soin d'eux, et je te dis à bientôt!